un podcast Mile & Stone. Dans cet épisode, on va partir à la rencontre d'une championne pas comme les autres. Laura Pinault, figure montante de l'escalade, une athlète de l'extrême qui va nous raconter son approche de l'ultra-endurance et ses engagements. Bienvenue dans Queen of the Mountain, je suis Laurie Delostal et ensemble on va écouter des voix de femmes qui vivent le trail pleinement. Des expertes, des passionnées, des athlètes bien sûr qui vont partager avec bienveillance, sans filtre et aussi leur expertise. On va parler ici progression, entraînement, corps, mental, cycle, mais aussi force et liberté. Et puis surtout, on va parler de confiance, celle que l'on construit à chaque foulée. Bienvenue dans Queen of the Mountain. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Laura. Bonjour, merci de m'avoir accueillie ici aujourd'hui. Ravie de te recevoir à l'occasion de la sortie de ton film. C'est marqué The Queen Swing, c'est marqué sur ton t-shirt qui a été diffusé lors du festival Montagne en Seine. On va en parler, mais je vais te présenter d'abord. Tu vas me dire si je me trompe, tu es grimpeuse professionnelle. Tu as 25 ans, tu es spécialisée dans l'escalade traditionnelle et aussi ce qu'on appelle les big walls. Ce sont les très grandes parois. Tu es une athlète de l'extrême et j'ai envie que tu nous racontes ton approche de l'ultra-endurance. Mais je voudrais qu'on comprenne bien d'abord. Tu grimpes donc de très grandes parois le plus vite possible et pour les enchaîner, tu cours entre les deux. En gros, est-ce que je me trompe ? Oui, alors ça, c'était une expérience parmi d'autres. Je fais pas ça tous les jours parce que ce qu'on a fait avec Kay Callaghan pour notre film The Queen Swing, c'est quand même très dangereux et c'est très spécifique à l'escalade de vitesse. Donc pour cette expérience, oui, j'ai grimpé de grandes parois le plus vite possible, mais en général, je grimpe aussi ces grandes parois en plusieurs jours. Donc voilà, tout dépend de l'expérience qu'on souhaite vivre. Et est-ce qu'on peut parler d'ultra escalade et est-ce que ta pratique finalement, elle peut se rapprocher des exploits d'ultra trail ou de ce que fait un Kilian Jornet quand il a fait ça dans les Alpes ou aux États-Unis ? Là, mon dernier projet, il se rapprochait assez de ce que Kilian a fait parce que justement, avec ma partenaire Elsa Ponzo, on a grimpé les 100 plus belles grandes voies de Provence en 43 jours. Et quand on essaie de faire un challenge de cette ampleur, justement, on s'est vraiment inspiré de la nutrition et de l'hydratation des ultra-trailers parce qu'on a grimpé entre 10 et 20 heures par jour avec 7 jours de repos. Donc, on a fait à peu près 28-29 jours d'escalade où on a grimpé entre 3 et 4 grandes voies par jour. Donc, c'était en moyenne entre 300 et 800 mètres d'escalade par jour. Et à ce moment-là, il faut être vraiment minutieux sur la nutrition qu'on prend. Donc, les barres de céréales, des fois des bonbons énergétiques. On se faisait un sandwich tous les midis. On prenait un gros petit déjeuner avec 8 œufs tous les matins. Et tous les soirs, on faisait un gros dîner. Donc, on a vraiment été très minutieux sur notre hydratation et notre nutrition. Et inspiré par l'ultra-trail. On va en reparler dans le détail de tout ça. J'ai retenu les 8 œufs le matin. Mais d'abord, je voudrais qu'on reparte du départ. Finalement, comment t'en es arrivé là et comment tout a commencé et où ça a commencé dans le sud de la France. C'est ça. En fait, j'ai découvert l'escalade dans un de mes endroits préférés au monde, la grotte de Saint-Père, qui se situe à Toulon, dans le sud de la France. Et où un jour, j'ai un grimpeur qui m'a dit « je vois que tu t'amuses sur les rochers, t'adores sauter. Attends, je vais te montrer les parois et je vais t'emmener faire des traversées en escalade. » Et c'est vrai que ça a été le coup de cœur instantané. J'avais déjà fait de l'escalade en intérieur dans mon école quand j'avais 13-14 ans. Mais je pense que j'avais pas eu ce petit coup de cœur encore parce qu'il manquait le côté nature. Et c'est vrai, quand j'ai grimpé au-dessus de l'eau sur ces rochers dans la grotte de Saint-Père, là, ça a été un coup de cœur instantané. Et depuis 2017, je grimpe 5 fois par semaine. Donc, un vrai coup de cœur. Il y a eu le sud de la France. Après, il y a eu les États-Unis où tu es partie faire tes études et où tu as découvert encore une autre forme d'escalade, c'est ça ? C'est ça. En fait, en 2018, à mes 18 ans, je suis partie faire une école de commerce là-bas aux États-Unis. Et là, ça a été encore une autre dimension de l'escalade que j'ai découvert. Notamment parce que les salles de grimpe aux États-Unis sont énormes. Les murs font 20-25 mètres de haut. Les salles font des milliers de mètres carrés. Donc, très, très différentes des salles françaises. En tout cas, celles auxquelles j'avais accès dans le sud de la France, à Toulon. Et c'est vrai que cette mentalité américaine de si tu tombes, c'est pas grave, vas-y, recommence, tu vas voir, ça va le faire. Et c'est vrai que les Américains étaient très, très accueillants et que j'ai rencontré une belle communauté de l'escalade là-bas. Ouais, la communauté, c'est important et on va parler de sororité notamment. Tu as découvert là-bas l'escalade en fissure. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? J'aime bien parce que ton surnom sur les réseaux sociaux, c'est Mademoiselle Fissure. Donc, on comprend que c'est important chez toi. Ouais. Moi, j'ai découvert les fissures à peu près il y a 2-3 ans. Donc, c'est vrai que c'est plus récent dans ma pratique en général puisque je grimpe depuis 8-9 ans.
C'est vrai que ça a été un grand coup de cœur, et notamment ce qui a été un coup de cœur, c'est quand je me suis mis à grimper des fissures, je suis de nouveau redevenue une débutante. Et c'est vrai, quand on aime tant une pratique et qu'on peut faire cette pratique, mais d'une manière où on redécouvre tout, on redécouvre des techniques différentes, des manières différentes de poser ses mains sur le rocher, de poser ses pieds. Et c'est vrai que la fissure, il y a un petit côté où il faut aimer se faire mal, il faut aimer la douleur. Et c'est pas toujours facile, surtout au début, où on va avoir des bleus sur les mains, sur les pieds. On va faire 3 longueurs, on va grimper 80 mètres, on va être épuisé pendant 3 jours. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure qu'on a de plus en plus l'habitude de grimper ces fissures, d'avoir les bonnes techniques et les bons équipements, en fait, au fur et à mesure, on s'y adapte et on arrive à grimper plus efficacement, plus longtemps. Et c'est ça, plus tard, qui m'a permis à grimper des parois de 1000 mètres en 7 heures, par exemple. Quand est-ce que c'est devenu sérieux? Quand est-ce que tu t'es dit, moi, mon truc, c'est ces très, très grandes parois? Eh ben ça, je me le suis dit. Alors, quelle année c'était? C'était en 2021 où, en fait, je m'entraînais pour faire l'émission Ninja Warrior. Il m'avait contacté. Et donc, moi, pendant 3 mois, je suis restée à Toulon. J'allais dans des salles Ninja Warrior. Je faisais 2 heures de voiture pour aller m'entraîner 2 heures dans des salles Ninja Warrior. Et en fait, ils nous tiennent au courant que 15 jours avant l'émission, si oui ou non on a été sélectionné. Donc moi, 3 mois d'entraînement en tant qu'athlète, on a envie quand même d'avoir sa chance et de pouvoir faire l'émission. Ils m'ont pas sélectionné. Donc tous mes amis ont reçu un appel sauf moi. Donc là, un petit peu déçue sur le moment. Et c'est vrai que pendant l'émission, j'ai une amie qui, elle, a été blessée. Elle s'est mal réceptionnée dans une chute. Elle s'est retrouvée dans un plâtre pendant 3 mois. Et pendant 6 mois, je crois qu'elle n'a pas pu grimper. Et moi, 15 jours après l'émission, j'avais déjà prévu d'aller au Yosemite, dans ce parc national de Californie qui est juste magnifique et un de mes préférés. Et je m'étais dit, ça y est, c'est enfin mon moment Big Wall, je veux grimper El Capitan, qui est une paroi de 1000 mètres et très, très impressionnante. Et c'est un petit peu, pour ceux qui grimpent pas, la paroi la plus emblématique que tous, un jour, on rêve de grimper, ou en tout cas, on s'est dit, ouais, si un jour on peut grimper cette paroi, ce serait incroyable. Et j'ai eu l'occasion de faire ça, et c'est une expérience qui a un petit peu changé ma vie, où je me suis dit à ce moment-là, ouais, ça c'est vraiment ce pourquoi je suis faite. Je veux faire des big walls, je veux dormir sur les parois, je veux passer des journées entières sur ces parois, et ça a vraiment changé la trajectoire de ma vie. Oui, parce que dormir sur les parois, on va en reparler, c'est quelque chose moi qui m'impressionne énormément. Alors depuis, il y a eu plusieurs exploits, et notamment cette Yosemite Triple Crown en juin 2025 qui a donné ce film. Queen Swing, qui a reçu un super accueil d'ailleurs à Montagne en Seine, en duo avec l'américaine Kate Kellegan. Tu es devenue la première femme à enchaîner 3 parois mythiques, on va les nommer: El Capitan, Half Dome, Mont Watkins, d'une seule traite en moins de 24 heures. Les chiffres sont importants, 23 heures et 36 minutes pour un effort de 2200 mètres d'escalade et 30 km. C'est important aussi, de course ou de marche d'approche. Raconte-nous cet exploit. Eh bien, en fait, cet exploit, il part déjà de tous les mois et les années que j'ai passé au Yosemite. Donc, j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Donc, je connaissais l'escalade de vitesse. C'est vrai que moi, je m'y intéressais pas au début parce que j'avais entendu de beaucoup d'accidents graves. Il y a beaucoup de grimpeurs qui sont morts de ça. Il y a eu des accidents graves, dont une grimpeuse Queen Bread qui est présente dans notre film, qui a été paralysée parce qu'elle a fait une chute de 30 mètres. Donc, c'est vraiment une discipline où très, très peu de grimpeurs font cette discipline. Ça se compte en dizaines. Donc, très peu de grimpeurs font de la vitesse, et il y a quand même des conséquences qui peuvent être graves si on chute à un moment où on ne devrait pas chuter. Et en fait, un jour, j'ai un copain qui, lui, se préparait à faire le Triple Crown, qui m'a dit « j'ai Kate Kellegan, j'ai cette fille qui m'a contactée, qui cherche un ou une partenaire pour le faire. » Et moi, c'était un moment où j'avais jamais fait d'escalade de vitesse, et je me suis dit « Tiens, pourquoi pas moi? Pourquoi pas l'escalade de vitesse ?» J'avais jamais eu envie d'en faire. Je m'étais dit « Non, mais moi, jamais j'en ferai. » Et en fait, au moment où j'ai entendu qu'elle cherchait une partenaire, je me suis dit « Bah, c'est moi. » C'est sûr. Et c'est vrai que je suivais depuis des années déjà un peu Kate sur les réseaux sociaux, et je m'étais dit que ce serait génial de faire équipe avec elle et de vivre cette expérience qui pourrait être assez incroyable. Et du coup, je lui ai envoyé un message sur Instagram en lui disant « Ah Kate, salut, j'ai entendu que tu cherchais une partenaire. Bah écoute, je suis au Yosemite, est-ce qu'on n'essaierait pas de grimper ensemble? Moi, je suis potentiellement intéressée. » Où elle s'est dit « Ouh là là, c'est qui cette fille? Alors bon, ok, elle a fait des big walls, mais est-ce que vraiment elle peut faire de la vitesse ?» Et elle, en fait, c'est un moment où elle était presque prête à abandonner son rêve, parce que ça faisait des années qu'elle s'entraînait pour ça et qu'elle trouvait pas de partenaire, parce que pour faire quelque chose comme ça, faut vraiment que les étoiles s'alignent et qu'on trouve la bonne personne qui est disponible pour s'entraîner des semaines, qui est ok pour le faire avec cette partenaire.
Et je pense que c'était vraiment important pour Kate de trouver quelqu'un qui allait rire à ses blagues et avec qui elle allait aussi passer un bon moment. Parce que c'est vrai que c'est des mois d'entraînement et que si on passe des mois avec quelqu'un avec qui on n'a pas forcément d'affinité, ça allait pas forcément matcher sur le mur non plus. Et c'est vrai que dès notre première journée d'escalade ensemble, ça a été tout de suite un coup de cœur humain. Et on s'est dit que ça allait le faire et on a rigolé toute la journée. Donc elle s'est dit, OK, Laura, si elle est vraiment sérieuse, ça va le faire. Et moi, je lui ai dit, moi, je suis prête à quitter mon travail de commercial et à m'entraîner exclusivement 6 mois pour le réaliser. Et c'est aussi à ce moment-là que je lui ai dit, écoute, si moi je me lance dans cette aventure, j'ai toujours rêvé de faire un film d'escalade. Est-ce que toi aussi tu serais partante pour le faire? Et elle m'a dit, écoute, pourquoi pas? J'ai 2-3 copains disponibles au Yosemite pour filmer. Moi, je lui ai dit, non, alors t'es gentil avec les vidéos filmées à l'iPhone. Tes potes. Tes potes avec leur iPhone, c'est gentil. Mais moi, j'ai dit, non, moi, j'aimerais bien faire quelque chose de professionnel et vraiment d'en faire un beau film. Parce que je lui ai dit, cette histoire, si on arrive à le faire, toutes les deux, je pense que ça peut inspirer beaucoup de femmes dans le monde entier. Et c'est à ce moment-là que j'ai contacté Thibaut Marot, que je suivais depuis longtemps aussi, qui est un vidéaste connu en France et qui filme beaucoup de films d'escalade. Ou en tout cas, là, ça allait être son premier, mais qui a fait beaucoup de photos, beaucoup de vidéos d'escalade. Et je pense que quand je lui ai parlé du projet, il a lui aussi eu un coup de cœur en me disant « Mais moi, le Yosemite, c'est un rêve d'aller filmer là-bas. » Et du coup, on en a fait un film avec de gros challenges, notamment au niveau vidéaste, parce que les drones sont interdits dans le parc national. Donc quand même, Thibaut et le reste de l'équipe et des autres vidéastes étaient pendus à 1000 mètres de haut sur des cordes pour nous filmer en train de grimper très très vite. Donc ça a été un vrai challenge technique pour eux de nous filmer. Et c'est vrai que le film, Thibaut l'a aussi beaucoup basé sur l'amitié entre Kate et moi, comment on a surmonté les difficultés tout au long de cette aventure. Et on montre à quel point au début, on n'était pas du tout rapide sur ces parois de 1000 mètres, jusqu'au moment où au bout de 2 mois d'entraînement, on devenait rapide et on avait enfin une chance de le faire en moins de 24 heures. Les images sont incroyables et effectivement, c'est à la fois l'exploit sportif et cette relation que vous avez. Et puis, moi, je trouve que ce qui m'a inspiré dans les images, c'est de voir des filles avec des bras, des vrais bras. Et voilà, vous êtes des sportives incroyables et je trouve ça chouette. Vous vous préparez pendant 6 mois et quoi? Donc on se prépare en montant les parois et en se disant à un moment, là on est prêt à les enchaîner. Comment ça se passe? En fait, l'entraînement et la stratégie qu'on avait, en fait, pour expliquer déjà l'escalade de vitesse au Yosemite et un peu le challenge local, c'est déjà de réaliser le plus de big wall en moins de 24 heures. Enfin, il y a quelque chose au Yosemite où le challenge, c'est à la journée. Vraiment, c'est le 24 heures, c'est un petit peu, la base là-bas, ou en tout cas ce à quoi tous les grimpeurs essaient de faire. Et donc, l'étape numéro 1, c'est déjà de grimper El Capitan à la journée. Déjà, les grimpeurs qui arrivent à grimper 1000 mètres en moins de 24 heures, c'est déjà un super accomplissement. C'est déjà énorme parce que c'est beaucoup d'escalade, beaucoup de logistique, il faut être efficace et il faut tenir dans la durée. C'est comme un ultra-trail, là où courir 100 km, c'est la même chose. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de réaliser The Double, c'est grimper El Capitan et le Half Dome en moins de 24 heures. Donc ça, deuxième étape. Kate l'avait fait avec un autre partenaire homme qui, lui, ensuite a fait le triple avec quelqu'un d'autre. Et donc, l'ultime étape, c'est-à-dire l'examen final du Yosemite, c'est de réaliser le Triple Crown. Et donc, on ajoute la 3e montagne, le Watkins. Donc, on grimpe El Capitan, Half Dome et le mont Watkins en moins de 24 heures. Et ces 3 montagnes, c'est vraiment les 3 plus grandes montagnes et les 3 plus hautes du Yosemite. Et donc, la stratégie que Kate et moi, on avait, moi, j'avais jamais grimpé El Capitan à la journée, ni El Capitan et Half Dome. Alors Kate, oui. Donc Kate, elle avait vraiment toute cette expérience de l'escalade de vitesse, du speed climbing, de quel matériel il va falloir prendre, quelles sont les stratégies à quel moment, parce que ça faisait des années qu'elle en faisait. Et moi, ma qualité, c'était que j'étais plus forte en escalade libre. Donc moi, j'ai grimpé des cotations et des voies beaucoup plus dures. Donc moi, en général, je grimpais plus vite. Ce qui a aidé l'équipe à un moment à faire ses temps aussi. Donc elle grimpait vite, mais moi plus vite parce que j'arrivais à tirer moins sur les protections et à aller plus vite. Et du coup, notre stratégie d'entraînement, ça a été vraiment de réaliser chacune de ces montagnes séparément. Donc, par exemple, El Capitan, la première fois qu'on l'a grimpé, on a mis 13 heures parce qu'elle prenait le temps de m'expliquer des choses à certains moments. Ensuite, on a eu très, très froid là-haut parce qu'on était encore en avril. Donc, Kate a vachement ralenti parce qu'elle n'arrivait plus à grimper autant que ce qu'elle voulait. Et la deuxième fois, par exemple, on a mis 9h30. Parce que il y a des erreurs qu'on n'a pas reproduites, on a pris moins de matériel, on a pris moins d'eau pour être plus légère aussi. La deuxième fois, je crois qu'on a mis 7h40 et la dernière fois 7h05. Et notre objectif, c'était 7 heures. Donc, on a fait cette même stratégie sur chacune des montagnes. Et en général, on faisait une journée sur un de ces 3 big walls, 2 ou 3 jours de repos et ensuite, on retournait grimper.
Donc, c'était un petit peu la stratégie d'entraînement pendant 2 mois jusqu'au moment où on fait une dernière semaine d'entraînement et on arrive enfin à atteindre les horaires objectifs qu'on avait sur chacune des montagnes. On s'est dit, là, ça y est, on a enfin peut-être une petite chance de le réaliser en moins de 24 heures. Et pourquoi c'est important qu'on le fasse en moins de 24 heures? C'est parce qu'il y avait déjà 10 équipes masculines qui l'avaient réalisé depuis 20 ans et qui toutes l'avaient faite en moins de 24 heures. Donc nous, on s'est dit, si tous les mecs arrivent en moins de 24 heures, nous aussi, on devrait y arriver. On ne sait pas pourquoi, mais nous, c'est vrai que pendant les 23h36 où on l'a grimpé, on n'a pas eu 1 minute de repos, alors que eux, vu qu'ils grimpaient plus vite en général, ils ont eu 1 heure de déjeuner à un endroit. Il y en a qui ont fait des siestes, ils se reposaient. Nous, pendant 24 heures, on a été en activité non-stop tout le temps. On n'a jamais eu 1 seconde de repos. C'est impressionnant. Est-ce qu'on parle de nutrition? Tiens, peut-être à ce moment-là, parce que tu le disais, vous vous êtes beaucoup inspiré de l'Ultra Trail dans la préparation et dans la nutrition. Ouais. Ça donne quoi? Comment on se nourrit comme ça sur un exploit comme ça? Eh bien, en fait, on a été assez stratégique pendant les semaines d'entraînement où vraiment, Kate et moi, on prenait des notes sur combien de barres on a mangé ou combien de paquets un peu de bonbons glucidiques on avait mangé, combien de litres d'eau on buvait sur chaque montagne. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu un petit peu une préparation militaire la semaine avant où on l'a fait. Notamment parce qu'on avait une équipe de soutien de 20 personnes qui nous ont suivis. Il y a ceux qui conduisaient les voitures, les copains qui nous ont aidés à porter nos sacs. Donc nous, on n'a rien porté toute la journée. Donc en haut de chaque montagne, on avait des copains qui nous attendaient pour porter nos sacs à dos, nous amener de l'eau en plus. Donc on avait au moins 30 bouteilles d'eau dédiées à la journée pour les moments de transition, les moments dans la voiture, les bouteilles d'eau remplies avec déjà des ravitaux, quoi, voilà. Comme on fait en ultra les trail. ravitaux. Sauf que nous, on avait 10 ravitaux dans la journée, quoi. Donc on était vraiment ultra organisés. C'est ça, je pense, qui nous a permis d'avoir assez d'énergie tout au long de la journée. Et notamment, le seul moment où on n'avait pas prévu assez d'eau, c'est quand on a grimpé le Capitane dans la nuit, de 22h à 6h du matin. Et en fait, il n'y avait absolument pas d'air ni de vent. Et on a eu très, très chaud parce que c'était le 8 juin 2025. Donc en juin, il commence déjà à faire chaud au Yosemite. Et là, c'est un moment où moi, il restait 300 mètres. Il me restait un petit fond d'eau au bout de la bouteille. Et c'est Kate qui grimpait en tête. Et elle avait plus d'eau du tout. Donc c'est vrai qu'on arrivait en haut déshydraté. Mais vu qu'on avait prévu une bouteille d'1 litre, on s'est tout de suite réhydraté. Et je pense que ça nous a pas trop impacté sur la suite. Ce qu'il faut savoir aussi, et c'est aussi le cas quand on court, c'est que c'est pas facile par moment de manger. On n'a pas faim quand on grimpe. Explique-nous ça. Des fois, c'est compliqué, surtout que quand on grimpe en escalade de vitesse, chacune à notre tour, on va grimper pendant 3h30 sans s'arrêter, pendant que l'autre nous suit en fait avec 2 poignées jumeaux sur la corde. Donc en fait, quand il y en a une qui grimpe en tête en première, l'autre derrière, elle est un petit peu en phase de repos où elle n'a pas à grimper et elle peut se reposer justement. 3h30 sans s'arrêter. Ouais, 3h30 sans s'arrêter. Ce qui est en même temps incroyable pour une grimpeuse parce que ça permet de faire son activité pendant 3h30 sans s'arrêter. Parce que c'est vrai que dans une grimpe normale, normalement, on fait une longueur de 30 mètres et on assure sa partenaire. Elle nous rejoint et ensuite on continue de grimper. Donc il y a toujours ces temps de pause où on n'est pas en train de grimper. Alors que l'escalade de vitesse, on est tout le temps en mouvement. On s'arrête jamais de grimper pendant 3h30. Donc c'est assez génial pour nous de pouvoir faire ça. Et c'est vrai que dans des moments où on a un battement du cœur qui est entre 160 et 180 pendant 3h30, c'est très, très compliqué de manger. On n'arrive pas à s'arrêter, manger une barre, ou en tout cas, ça nous dégoûte. Et donc, on a tout fait pour avoir justement de l'apport calorique et de la poudre qu'on mettait dans notre eau pour avoir quand même des calories à boire pendant ces 3h30. Oui, parce que je lisais que pour un autre exploit, qui est le Wet Lycra Nightmare en 2025, tu avais brûlé 4700 calories juste lors de la première tentative. Ouais, c'est énorme. Donc, la nutrition, c'est un vrai enjeu. Tu as dû déjà faire des erreurs, non, j'imagine, et ça t'a peut-être coûté des moments un peu difficiles. C'est ça. J'ai fait beaucoup de journées où j'ai rien mangé à la journée et pas assez bu. Et c'est vrai que sur le moment, on sent pas forcément l'impact négatif, mais on va le payer assez cher dans les jours qui arrivent et dans la récupération. Et c'est vrai que dans l'objectif de grimper des grands murs, des big walls, comme on dit, alors quand on grimpe un big wall à la journée, c'est sûr qu'on n'a pas besoin d'autant de nourriture. Tant qu'on mange un bon petit déjeuner et un bon dîner, on va récupérer et ça va aller. Mais c'est vrai quand on passe 6 à 7 jours sur un big wall et qu'on grimpe chacune de ces journées, c'est hyper important de bien manger, de bien s'hydrater, parce que si on mange mal dès le premier jour, en fait, le 3e, 4e, 5e jour, on va vraiment payer cher ce manque d'hydratation le premier jour. Et il y a un moment, on n'arrivera plus à grimper, on va mal dormir et on n'aura pas récupéré pour essayer d'enchaîner les longueurs qui arrivent le 3e et 4e jour. Je voudrais qu'on parle préparation aussi, préparation physique.
Comment tu t'entraînes? Parce qu'on l'a dit, hein, tu t'alternes vraiment escalade, mais aussi endurance quand tu enchaînes les sommets, les grandes voies. Comment tu te prépares au quotidien? En fait, je pense que chaque projet est différent et la préparation n'est pas la même. Donc, le Triple Crown, c'était pas du tout la même préparation que j'ai faite pour le Wet Like a Nightmare, par exemple. Parce que quand tu peux nous expliquer ce que c'est d'ailleurs? Oui, j'en ai parlé rapidement, mais c'est Wet Like a Nightmare. Wet Like a Nightmare, c'est un... Donc, Nightmare, on rappelle que ça veut dire cauchemar. Donc, déjà, ça nous donne une petite idée de ce que ça peut être. Hein. En fait, c'est un big wall et c'est une voie de 200 mètres sur une des parois emblématiques du Yosemite qui s'appelle la Leaning Tower. Leaning parce qu'elle est penchante. Et donc, c'est une des parois les plus déversantes d'Amérique du Nord. Elle fait à peu près 500 mètres de haut. Et la voie, des difficultés sur laquelle je grimpe, ça fait à peu près 200-250 mètres. Et il n'y avait aucune femme encore qui avait libéré cette voie qui s'appelle Wet Like a Nightmare. Et c'est vrai que moi, je l'avais toujours en tête parce qu'il y a un film qui était sorti là-dessus avec un grimpeur professionnel qui s'appelle Jordan Cannon. Et quand moi, j'ai vu ce film, je me suis dit, ouais, mais ça a l'air incroyable. Il y a un mouvement, on est pendu sur un coude comme ça, dans une fissure cheminée. Et moi, je me suis dit, mais ça a l'air mythique. Il a l'air incroyable, ce move, surtout qu'on a 400 mètres de vide sous soi. Alors, la première fois que je suis arrivée dans ce genre de mouvement, j'ai pas fait la fière. Je pense que moi et ma partenaire Cara Hurson, à ce moment-là, on a regardé la cheminée. Moi, je lui avais dit, non, mais t'inquiète, c'est moi qui fais cette longueur. Et là, quand je suis arrivée en bas, je me suis dit, j'ai un petit peu moins envie d'y aller, donc je la vois. J'imagine. Donc c'est pas une longueur si difficile que ça, mais elle est vraiment impressionnante. Elle fait vraiment peur. Surtout la première fois qu'on y va, on n'est pas sûr des protections. Est-ce qu'on va réussir à protéger la fissure à l'intérieur? Et c'est vrai que c'est un moment où là, les pieds sont pendus dans le vide et il faut réussir avec son dos à se monter dans cette cheminée. Et une fois que le corps entier est monté, en fait, tout va bien. Mais jusqu'à ce qu'il soit à l'intérieur, c'est pas encore fini et c'est quand même très physique. Et du coup, c'est toujours une voie qui m'a intéressée. Je me suis dit, ce serait cool de laisser une autre petite pierre à l'édifice et de laisser une petite marque dans le Yosemite avant que je rentre un peu plus en Europe. Est-ce que tu viens de nous décrire, là, le mouvement que tu viens de nous décrire, justement, si on parle de préparation physique, est-ce que tu te prépares en faisant que entre guillemets de l'escalade ou est-ce que tu fais aussi du renforcement? Est-ce que tu fais d'autres sports? Comment tu te prépares? Oui, en général, et en plus j'avais un coach l'année dernière, on a fait quand même pas mal de renforcement musculaire. Donc en général, de toute façon, l'entraînement le plus efficace, c'est de grimper et de grimper des longueurs qui seront dans le même style que la voie qu'on souhaite grimper. C'est-à-dire que ça, c'était une voie sur une paroi granite. Donc, j'ai grimpé beaucoup de voies granit avant. Et j'ai fait pas mal de renforcement musculaire, des jambes et du haut du corps aussi. Parce que c'est vrai que ça, on le voit pas forcément en général. Mais pour déjà arriver à la voie et commencer à grimper, il y a à peu près 3 heures d'approche, dont 2 heures de montée en marche assez costaud déjà, avec des sacs qui pèsent entre 10 et 30 kilos en fonction du matériel qu'on amène à la journée. Donc, c'est vrai que physiquement, il faut être assez solide pour pas perdre trop d'énergie dans cette approche et avoir de l'énergie pour la voie qui nous attend et pour l'escalade, ce qui est vraiment ce sur quoi on se concentre le plus. Un petit mot de blessure, parce que je crois que tu as quand même une drôle de manière de... On a bien compris que tu étais une drôle de personne quand même. Mais on reparle de la même voie là. Juste avant, tu t'étais blessée à l'épaule après une chute à vélo et je te laisse raconter la suite. Mais en fait, après le Triple Crown, j'ai passé un super bel été au Yosemite. J'ai eu un petit problème de voiture, donc j'étais encore bloquée au Yosemite, donc j'y ai passé tout l'été. Et j'ai fait une chute à vélo où je me suis blessée à l'épaule. Alors rien de grave ni rien, mais c'est vrai que j'arrivais plus à lever mon bras pendant 15 jours. Donc, j'ai pas mal fait de rééducation autre et c'est pour ça que je suis rentrée en France pendant un mois aussi pour faire plus de rééducation avec mes kinés et pour me préparer à ce challenge. Donc, c'est vrai que quand je suis retournée au Yosemite, j'étais pas non plus énormément entraînée. J'ai fait pas mal de renforcement musculaire haut du corps, bas du corps, mais j'avais pas pu autant grimper que ce que j'aurais aimé. Donc, je me suis un peu réentraînée sur la voie directement, ce qui est pas facile parce que c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à l'enchaîner. J'ai quand même fait 1 mois d'entraînement dans la voie. Et ensuite, j'ai fait 3 jours d'ascension pour libérer la voie. Et je pense que si j'avais été plus en forme et plus entraînée et que j'avais pas eu cette blessure à l'épaule, je pense que j'aurais pu l'enchaîner un petit peu plus vite. Mais après, voilà, il faut le temps au temps. J'ai passé de super moments, j'ai rencontré de belles personnes là-haut. Et c'est vrai que c'est marrant parce que la Leaning Tower, c'est aussi un mur où il y a beaucoup de grimpeurs qui font de l'escalade artificielle pour la première fois. Et il y a une vire à 150 mètres, 200 mètres de haut. On l'appelle The Ahwahnee Ledge. The Ahwahnee, c'est un hôtel 5 étoiles connu dans la vallée du Yosemite. Et on l'appelle comme ça parce que c'est une vire
de à peu près de 8 mètres, où on peut dormir à 4-6 allongés sur cette vire. Et c'était hyper sympa de rencontrer tous ces grimpeurs qui venaient du monde entier, où moi, j'essayais de grimper la voie à gauche et eux, ils faisaient la voie principale, la Westy Face, à droite. Et donc, on fait plein de rencontres, même sur le mur d'escalade. Et je pense qu'il y en a plus d'un qui disait, mais c'est qui cette fille là des fois qui grimpe toute seule là, mais qu'est-ce qu'elle nous fait elle, ou il y en a un même qui m'a dit on peut faire une photo avec toi. Il était à 100 mètres, il m'a dit attends je fais une photo. Donc voilà, c'est hyper sympa tous ces moments de partage avec d'autres grimpeurs où on vit tous des expériences assez folles sur ces grands murs. Tu me parles sommeil, tu me parles de dormir j'ai essayé assis sur un truc de 8 mètres. Le sommeil, alors moi c'est vraiment un truc qui me fascine, ça. Ce concept de bivouac verticaux. Est-ce que tu peux nous raconter? Moi, ça me donne des frissons rien que d'y penser. Eh bien, en fait, en big wall, il y a 2 options pour dormir sur un big wall. La première, la plus confortable, celle qu'on aime tous, c'est qu'on arrive à une certaine longueur. Il y a un ancrage. On est toujours, quoi qu'il arrive, attaché au mur à tout moment à 100%. Et c'est quand on arrive sur une grande vire, justement, où on va pouvoir marcher, mettre nos affaires. Si vraiment la vire est plate et confortable, on met carrément nos sacs de couchage et nos tapis de sol sur cette vire. Et la deuxième option qu'on aime un petit peu tous vachement moins confortable, c'est quand on est sur une paroi lisse. Donc, il n'y a aucun endroit où on peut être debout ou bouger. Et donc, à ce moment-là, on emmène un portaledge. Et un portaledge, il faut un peu imaginer une plateforme qui fait 4 mètres de long et à peu près 3 mètres de large, où on peut dormir à 2 sur cette plateforme. Et on va avoir nos sacs de hissage qu'on attache à la paroi, où on aura justement toute notre nourriture. On va avoir nos sacs de couchage, notre équipement d'escalade pour la prochaine longueur qu'on va faire. Et donc, c'est du camping vertical. Voilà. Donc, il y a ces 2 options. La première qui est quand même vachement plus confort et la deuxième qui est moins confort. Potentiellement les pieds dans le vide, du coup. Les pieds dans le vide, si on est assis au bord du portaledge, les pieds dans le vide, on regarde en bas, on regarde en haut. Mais après, nous, les grimpeurs, quand on grimpe la paroi, on regarde le vide tout le temps. Donc, en fait, qu'on soit sur une plateforme ou pas, on est toujours attaché. Oui, mais de là à se laisser aller à dormir, c'est vrai que c'est pas évident. Est-ce qu'on dort bien on comme dort ça assez bien. En fait, déjà, on est tellement fatigué d'avoir fait une journée de 15 heures d'effort où on a brassé des corps, brassé du matériel, on a dû faire à manger. En fait, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit on travaille tellement dur sur un big wall qu'on devrait être payé. Tellement on travaille dur, ça devrait être quelque chose qu'on fait et on devrait être payé pour faire ça. Tellement c'est de la labeur et du travail du matin jusqu'au soir que quand on arrive le soir et qu'on peut enfin s'allonger et qu'on n'a plus rien à faire, en fait, on est tous très contents. Et on connaît aussi notre matériel, c'est-à-dire qu'on sait que le portaledge, il est safe, on connaît son matériel. Alors après, si quelqu'un emmène du matériel de mauvaise qualité ou il n'est pas sûr si ça va tenir, lui va peut-être passer une moins bonne nuit. Mais c'est vrai qu'au moment, et il y a aussi sur le portaledge, donc faut imaginer cette plateforme, mais on a aussi... Ils appellent ça une rainfly, donc c'est pour nous protéger de la pluie ou du vent, où c'est comme une petite tente qui se met sur nous et qui nous protège du froid, du vent et de la neige pour les alpinistes qui, eux, partent en Patagonie ou qui font des expéditions un peu plus extrêmes. Et c'est vrai qu'une fois qu'on met la rainfly, on a vraiment l'impression d'être dans une tente normale, dans notre petit cocon, et on s'y sent bien. Et avec un petit peu de mélatonine 1 heure avant de dormir, généralement, ça se passe bien. Là aussi, on s'inspire de l'ultra trail pour la gestion des temps de repos, du sommeil. Nous, un petit peu moins. Et notamment, par exemple, ça a été ça aussi, la différence pendant les 24 heures de grimpe avec Kate. C'est qu'un ultra-trailer, si à un moment il est fatigué, il peut s'allonger par terre et dormir 20 minutes. Une grimpeuse qui a 500 mètres de haut, elle va pas un moment se dormir au relais. Alors qu'il y a des coups de mou, j'imagine. Alors qu'on a eu des coups de mou. Moi, il y a des moments où j'assurais Kate, où je m'endormais tellement j'étais fatiguée la deuxième journée, où là, d'un coup... Et en fait, c'est les moments où on est en inactivité, où là, d'un coup, le corps nous rattrape et nous dit « Ah bah tiens, ça y est, elle arrête de bouger. Peut-être c'est le moment de faire une petite cesse. » Et moi, je me donnais des claques justement à ce moment-là pour rester éveillée en me disant non, faut pas que je dorme. Et ça a été un petit moment d'inquiétude dans le Half Dome, la dernière des 3 montagnes qu'on a grimpées à la journée. Parce que là, je me suis dit, si je commence à m'endormir là, il reste encore 300 mètres à grimper, on n'est pas en haut. Et c'est là où vraiment il y a une grosse différence avec l'ultra-trail, c'est qu'un ultra-trailer, s'il commence à être fatigué, alors oui, peut-être qu'il va se fouler la cheville, alors ça peut être dangereux, si on tombe par terre, la tête, on peut se taper sur un rocher, c'est dangereux, mais nous, si on fait une erreur, on est à 500 mètres de haut, on a quand même la vie de notre partenaire en jeu, donc si on fait une erreur et qu'on a un moment de lucidité, on peut faire une erreur très très grave et ça peut coûter la vie de notre partenaire ou la nôtre. Donc c'est vrai que nous, on a quand même essayé d'être le plus lucide possible et de vraiment pas faire d'erreurs et d'appliquer les mêmes méthodes qu'on faisait pendant les semaines d'entraînement. Justement, je voudrais qu'on parle mental, préparation mentale. Il y a forcément
quelque chose qui est inhérent à l'ultra-escalade, c'est la peur. Elle prend quelle forme déjà cette peur? Est-ce qu'elle est tout le temps présente? Comment ça se passe? La peur, je pense, ça dépend vraiment, surtout en escalade, du type d'escalade qu'on va faire, du type d'engagement. Donc, il y a des voies d'escalade qui sont vraiment très en sécurité, où les points d'ancrage sont proches les uns des autres. Donc, si on fait une chute, on va tomber sur 3-4 mètres, mais c'est vraiment très safe. À aucun moment, on va avoir peur. Le rocher est bon. Et après, il y a d'autres situations, justement, où là, par exemple, on va peut-être grimper sur du mauvais rocher. Il y a un plus grand engagement parce que les points sont plus éloignés, où on n'est pas sûr de ses protections. Est-ce qu'elles vont tenir, pas tenir? On n'est pas si sûr que ça. Donc, je pense que la peur vient à ce moment-là. Et c'est vrai que moi, durant mes années d'escalade, j'ai essayé vraiment de distinguer la peur qui est un petit peu irrationnelle de la peur rationnelle. Donc, il y a des moments où quand on a peur, oui, on est vraiment en danger parce qu'on grimpe du mauvais rocher. Il y a peut-être des blocs qui, si jamais ils tombent sur notre partenaire, peuvent couper la corde ou tuer notre partenaire. Donc ça, c'est vraiment une peur rationnelle dans ces moments-là. Mais à 95%, c'est toujours une peur irrationnelle où on a juste peur de perdre le contrôle et de tomber. Mais on sait qu'on va faire une chute qui est safe, il n'y a pas de vire, on ne peut pas se blesser. Mais c'est une peur où, moi, c'est vrai que c'est pas facile la perte de contrôle. Et un moment où on tombe, c'est un moment où on est dans les airs, on peut rien attraper, rien toucher à part sa corde. Et là, on espère que notre partenaire va nous rattraper. Donc c'est vrai, moi, j'ai beaucoup travaillé sur soi et peut-être de l'extérieur, en tout cas, j'espère que c'est pas trop non plus l'image que je renvoie parce que moi, il y a plein de moments où j'ai très, très peur en escalade et je sais que beaucoup de grimpeuses et beaucoup de grimpeurs ont aussi ces peurs. Et à un moment, voilà, faut juste essayer d'y faire face, de prendre son temps, de s'entraîner à tomber. C'est-à-dire qu'au plus on tombe, au moins on va avoir peur et au plus on va s'habituer. Donc voilà, il y a tout un entraînement de répétition à faire. Et c'est vrai que moi, dans ma vie quotidienne, je fais tout le temps face à mes peurs de la chute et c'est vrai que si pendant quelques mois, je tombe pas, notamment en escalade de vitesse où c'est interdiction de tomber, parce que si on tombe, on peut faire une chute de 20-30 mètres et avoir un accident grave, ou quand pendant 2 mois, on s'est entraîné psychologiquement à se dire on ne tombe pas, on n'a pas le droit, interdiction de chuter, et après, l'été, quand on revient de ça et qu'il faut se remettre à tomber, il faut vraiment il faut recasser des barrières psychologiques pour réussir à tomber. Hein. Ah oui, c'est intéressant cette histoire de voilà, là il faut pas tomber, là il faut tomber parce que c'est faut mieux. Tomber. Parce qu'on arrive à pousser ses limites, enchaîner des voies plus dures et parce qu'on sait que c'est safe, mais le corps a pas envie d'y aller. Mais c'est là où il faut se pousser. On sait qu'on a un bon assureur, on sait que les points vont tenir, on sait que la corde, c'est un bon matériel, il y a aucun souci. Et c'est à ce moment-là où il faut réussir à trouver ce déclic. Et c'est là voilà où il y a une grosse différence entre par exemple les alpinistes et les grimpeurs d'escalade sportive ou en escalade traditionnelle, où nous, justement, notre objectif, c'est un peu de pousser la performance sportive, de pousser nos limites personnelles, et on a le droit de tomber, justement. De tomber, c'est génial, ça veut dire qu'on est allé au bout de notre effort, on a tout essayé pour tenir le plus longtemps possible, alors que les alpinistes, eux, quand ils grimpent des grandes montagnes, s'ils tombent, ça peut vraiment être une chute mortelle, où ils grimpent en général sur du terrain quand même plus facile, mais ils ont interdiction de tomber. Et moi, par exemple, je déteste cette sensation où on n'a pas le droit de tomber, en fait. Moi, vraiment, c'est horrible pour moi. Et même si je suis sur du terrain facile, je me sens pas du tout à l'aise. J'aime pas du tout cette sensation. Hein. Comment t'as des techniques? Comment tu te prépares mentalement? Comment j'imagine que ce travail mental, il a évolué aussi avec les années. En fait, c'est la préparation. Donc, par exemple, avec le Queen Swing et le Triple Crown avec Kate, la première fois que j'ai fait El Capitan avec Kate, il y a énormément de moments où j'ai eu peur. Et c'est pour ça que j'allais doucement, où il y a des moments où je me sentais pas de grimper toute seule sans que Kate soit là pour m'assurer. Donc, je mettais une protection, je m'y attachais, j'attendais que Kate arrive pour m'assurer. Et là, ça y est, je me sentais à l'aise. Où c'est vrai que la première fois, j'ai eu très peur. La deuxième fois, j'ai eu moins peur. Et la troisième fois, vu que je connaissais le matériel, je connaissais les longueurs, je connaissais les mouvements, ça allait beaucoup mieux, en fait. Donc, c'est vrai que on a plus peur la première fois qu'on fait une longueur parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. C'est vraiment un monde de découverte, un monde de mouvement. On ne connaît pas ni le matériel à mettre dans les fissures. Est-ce que la fissure va être petite? Est-ce qu'elle va être grande? À quel moment je mets un coinceur? Est-ce qu'il va me tenir? Et en fait, la deuxième fois qu'on le fait, on se dit « Ah bah oui, si, je me souviens, je mets ce matériel-là à ce moment. Je sais que Kate, voilà, une fois que j'ai grimpé 8 mètres, elle sera là, elle m'assure. Donc c'est bon, je peux grimper vite. » Donc voilà, en fait, c'est la répétition qui fait qu'on va de plus en plus vite et qu'on a de moins en moins peur. Il y a la peur, il y a la douleur aussi, dont je voudrais qu'on parle. C'est important. On a forcément mal à plein de moments en escalade. Comment tu gères ça? Comment je gère la douleur? C'est toujours des douleurs un peu différentes, mais notamment sur mon dernier projet, de grimper les 100 plus belles grandes voies de Provence. Ouais, on va en parler. En 50 jours. Là, j'ai vraiment ressenti de la vraie douleur au pied.
Enfin, j'ai eu très très mal aux pieds, j'ai eu de temps en temps d'autres blessures à côté. Et c'est vrai que c'est compliqué quand on doit grimper, qu'on a et mal à la peau de temps en temps aux mains et très très mal aux pieds. J'avais vraiment énormément mal au talon d'Achille et j'avais très mal aux mollets les 10 premiers jours. Mes mollets, je pense, n'étaient pas prêts à vivre des journées comme ça. Et ça, les trailers qui nous écoutent connaissent bien je pense ces douleurs-là. Je pense qu'ils connaissent, ouais. Et il y a un moment, je pense que dans ces moments-là pas faciles, j'ai ceci de me rappeler pourquoi je fais ces projets. Toutes les personnes, j'essaie d'inspirer autour de moi, que j'ai vraiment envie de me lancer dans un challenge qui me paraissait impossible au début et de me dire, je vais pas lâcher jusqu'au bout et je vais voir si c'est vraiment possible ou si c'est impossible d'ailleurs. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui m'aide vraiment à surmonter les moments difficiles. Mais une chose juste essentielle, c'est qu'au-delà des performances sportives, c'est vraiment pour moi, c'est une aventure humaine avant tout. Et c'est comme ça que je choisis mes partenaires d'escalade qui sont en général quand même des partenaires féminines. Et ça, je pense que c'est le plus important, c'est d'avoir la bonne personne à nos côtés pour ces aventures qui sont très, très compliquées physiquement. Parce qu'en général, quand il y en a une des deux qui, à un moment, commence à faiblir physiquement, l'autre essaie de prendre le relais et de dire « ça va aller, t'inquiète, moi, je vais passer plus en tête, essaie de te reposer aujourd'hui » et vice-versa. Donc, on a toujours des hauts et des bas et l'autre, à ce moment-là, essaie de prendre le relais. Et c'est vrai que ça a toujours été des moments où quand l'une faiblissait, l'autre, c'est un moment où elle se sentait bien et elle essayait de prendre le relais pour que l'autre puisse se reposer et aller mieux. C'est ce que tu racontes aussi dans ce film, ce que raconte cette histoire dans The Queen Swing. C'était important, oui, pour toi de raconter ça aussi, je parlais de sororité, de solidarité féminine. C'est important pour toi de raconter ça. J'ai envie que tu nous racontes le cheminement que tu as fait autour de ça. Moi, j'ai réalisé qu'il y avait une vraie différence quand je faisais équipe avec d'autres femmes. Et j'ai senti qu'il y avait de la sororité, comme tu as pu dire, et qu'il y avait beaucoup d'entente, beaucoup de communication, en fait, beaucoup de transparence, et qu'on a moins peur de dire quand on ressent de la peur, quand ça va pas. En fait, on n'a pas peur de dire à notre partenaire, écoute, là, moi, je commence à faiblir, je suis fatiguée, là, je le sens pas trop. Et là, du coup, peut-être notre partenaire va nous dire, moi aussi, je le sens pas trop. Attends, on est toutes les deux, on le sent pas. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vraiment on continue ou est-ce que c'est peut-être le moment de descendre? Alors que peut-être avec un autre partenaire masculin, on va se dire lui, de toute façon, quoi qu'il arrive, il passera. Si moi je peux plus avancer, je sais que lui va pouvoir le faire. Alors qu'avec un partenariat et une équipe 100% féminine, on se dit là, je vais essayer quand même. Je sais qu'elle a peur. Moi, j'ai peur aussi. J'avais dit que c'était ma longueur. J'y vais quand même. Parce qu'à un moment, on a dit que c'était 50-50. Elle aussi, elle vient de faire une longueur où elle a eu peur. Moi, je sais aussi que je vais avoir peur, mais je me dis, tiens, j'ai aussi envie de porter ma partie de l'équipe. J'ai aussi envie de faire ma part. Et peut-être ça nous pousse à dépasser un peu ces peurs, dépasser nos limites. Et c'est vrai, juste cette communication qu'il y a entre nous, je trouve ça juste incroyable. Et avec Elsa, c'est marrant pour les 100 grandes voix, parce qu'avec Elsa, on avait grimpé juste 2 jours ensemble. On se connaissait un petit peu du Yosemite, mais pas très bien. Ça fait pas des années qu'on grimpe ensemble. Et on a pu voir l'évolution de notre communication du premier jour au dernier, où les 2 premiers jours, il y a des moments, elle me disait des choses au relais. J'étais pas sûre. Ça veut dire, est-ce qu'elle est en sécurité, pas en sécurité? C'est important, la communication. Ouais. Non, c'est hyper important. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on grimpe avec un nouveau partenaire, c'est la même chose. Et tout de suite, on s'est calé sur, alors, qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Toi, quand tu me dis ça, ok, c'est ça. Et en fait, notamment, on avait des walkie-talkies aussi pour se parler. Parce que moi, je lui ai dit, moi, je fais pas ce projet sans walkie-talkie, parce qu'il y a des moments où on a eu quand même 100-150 km/h de vent sur les parois, où quand l'autre fait 10 mètres, on ne s'entend plus. Donc, même pour la sécurité des deux, où des fois, la corde va se bloquer, des fois, l'une, elle trouve pas le chemin, donc elle demande au Rocky, est-ce que tu peux me dire où est-ce que je dois aller? C'est à droite, à gauche. Et donc, l'autre regarde le topo sur son téléphone. Elle lui dit, là, tu vas à gauche. Et du coup, au niveau de la communication, ça a été très, très fluide jusqu'au bout. Et nous, notre grande phrase avec Elsa, qui était assez marrante, c'est qu'on se disait, quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Donc, de temps en temps, quand on se disait, est-ce qu'on prend 5 dégaines de plus? Est-ce qu'on prend peut-être notre veste de pluie aujourd'hui? On se dit, là, il y a un doute. Oui, on la prend. Et en général, à chaque fois qu'on avait un doute et qu'on hésitait à prendre quelque chose en plus et qu'on l'a fait, ça nous a toujours aidés et ça nous a toujours servi dans le moment. Donc ça a été un petit peu la grande phrase de notre aventure. Du coup, pour l'instant, tu choisis uniquement des équipages, des partenariats féminins, volontairement, parce que tu
Tu te sens mieux, tout simplement, de le faire avec d'autres femmes? Après, pas que non plus, parce que dans ma vie tous les jours, j'ai énormément de copains avec qui je grimpe, qui sont géniaux. Moi, j'ai eu beaucoup de mentors au Yosemite qui étaient des hommes et qui vraiment ont été merveilleux avec moi. Et la première fois que j'ai grimpé un Big Wall sur El Capitan, c'était avec un homme, un Québécois, qui a été juste vraiment un amour, Gabriel, que j'ai adoré, avec qui on s'est super bien entendu. On se connaissait pas non plus et on a réussi à grimper 600 mètres jusqu'à ce qu'on redescende parce que c'était trop dur et que c'était le moment de descendre avant que la pluie arrive. Donc voilà, je vis des aventures assez extraordinaires avec d'autres hommes. Et c'est vrai que là, sur ma dernière année et les aventures que j'ai prévues cette année, c'est plus des équipes féminines, en tout cas, que j'ai planifiées. Alors, un mot justement de la dernière aventure que tu as vécue, c'était donc en Provence. Raconte-nous ce que c'est exactement. En fait, voilà, l'objectif, c'était de s'inspirer du livre de Nicolas Armstrong. Il a fait un topo dans laquelle il a mis les 100 plus belles grandes voies de Provence. Et moi, quand j'ai vu ce topo l'été dernier, je me suis dit, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Moi, j'en ai marre de répéter un moment ce que d'autres ont déjà fait. Je me suis dit, pourquoi pas inventer ma propre aventure et tracer mon propre chemin et sortir un petit peu des sentiers battus. Donc, c'était un petit peu l'esprit derrière ce projet. Et je me suis dit, je veux absolument grimper avec une femme dans ce projet. Donc, trouver la bonne partenaire, ça a été plus compliqué. Et j'avais justement Elsa Ponzo que j'avais rencontrée au Yosemite. J'avais encore aucune idée de la grimpeuse exceptionnelle qu'elle était. Parce que quand on s'est rencontrés, je me suis dit, ouais, elle est super sympa, cette Française, on s'entend bien. Humainement, ça a vraiment matché, mais on parlait très peu d'escalade et ça n'a pas été en fait le centre de nos sujets de conversation. Et c'est vrai que là, quand je me suis renseignée pour une partenaire et que j'ai un peu fait des recherches sur elle ou que j'ai préparé le dossier de ce projet, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est une des meilleures grimpeuses françaises, surtout en grande voie. Et en fait, elle adore l'escalade. Elle fait de l'escalade depuis 20 ans. Elle a fait des compétitions un petit peu partout en France. Et c'est vrai que sa passion, c'est de grimper des grandes voies difficiles. Et quand je lui ai présenté le projet, elle m'a dit, écoute, moi, je suis dispo. Parce qu'il faut aussi trouver quelqu'un qui a 50 jours pour aller grimper les grandes voies. En sachant que la météo, cette année, ça a été très compliqué. Dans le sud, normalement, nous, on grimpe tout l'hiver en t-shirt, il n'y a pas de problème. On a eu 1 mois de pluie en janvier, ce qui a rendu l'entraînement compliqué. Moi, j'ai presque pas pu grimper en extérieur. Donc, quand je suis arrivée dans le projet, c'était pas facile. Et donc, on a réussi à le faire en 43 jours au lieu de 50. Et on a quand même adapté le projet pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que certaines parois étaient orientées nord, donc les voies étaient encore mouillées, donc on les a remplacées par d'autres. Une autre des raisons, ça a été la nidification de certaines espèces d'oiseaux qui, à ce moment-là, étaient en pleine nidification. Donc voilà, nous, on a fait le choix de vraiment respecter la nature et les différentes grandes voies sur lesquelles on a grimpé. Donc, on a choisi de les remplacer par d'autres grandes voies qui étaient autorisées à ce moment-là. Donc voilà, enfin, moi, je fais pas des aventures pour exploiter la nature ni grimper dans ces grandes voies à tout prix. Donc, on les a juste changées par d'autres grandes voies qui étaient tout autant magnifiques et qui étaient des classiques de la région. Et c'est assez génial parce qu'on a eu justement l'auteur du livre qui nous a aidés à plein de moments pendant cette aventure où on l'a appelé, on disait on trouve pas l'accès, est-ce que tu peux nous guider? Et ça a été une vraie logistique, notamment sur la préparation du matos d'une journée à l'autre. Il fallait qu'on ait les photos de chaque grande voie, du départ. On a fait des centaines de traces GPX pour trouver justement l'itinéraire qui amenait aux grandes voies. Et en fait, il y a des moments où on pensait que certaines grandes voies, on allait mettre 2 heures, on a mis 5 à 6 heures. Il y en a qui prenaient plus de temps. On a beaucoup grimpé dans la nuit, surtout au début, quand il faisait nuit à 18 heures. Donc non, ça a été une sacrée logistique pour que tout marche. À 17 765 mètres d'escalade en beaucoup. 43 jours pour gravir ces 100 plus belles grandes voies de Provence. Dernier exploit. Les prochains, qu'est-ce que tu as en tête? Beaucoup de choses, j'imagine. Là, pour l'instant, j'aimerais un peu... normalement, je vais partir au Brésil. C'est mon prochain voyage, donc j'ai hâte. Normalement, voilà, pour vivre une autre aventure féminine avec une équipe féminine. Et c'est vrai que j'ai toujours adoré le Brésil et cette culture, et beaucoup de mes copains d'université étaient brésiliens. Donc, je me suis toujours dit, un jour, j'ai envie d'aller vivre là-bas quelques mois. Et donc, voilà, je me remets à apprendre le portugais brésilien pour être prête et pour échanger avec les Brésiliens qui habitent à la campagne là-bas. Parce que dès qu'on sort des grandes villes, en fait, peu de Brésiliens parlent anglais. Et je me dis, ce serait dommage de ne pas faire des rencontres locales parce que je ne parle pas la langue. Donc, c'est un peu une de mes stratégies d'immersion quand je vais dans un autre pays, c'est d'apprendre la langue et de pouvoir la parler assez couramment quand je suis là-bas. Qu'est-ce qui te porte pour toutes ces aventures? Le dépassement de soi, de montrer aussi ce que tu fais à travers le film, de porter des messages? Moi, je pense que c'est d'inspirer les femmes à se lancer un peu dans des gros challenges qui
de prime abord vont faire peur forcément, hein, quand on sort de sa zone d'inconfort. Je pense si on ressent pas un petit peu de peur, c'est peut-être qu'on vise pas assez grand ou peut-être que c'est pas le bon challenge pour grandir et apprendre sur soi-même. Donc c'est vrai que moi, dans beaucoup des challenges que je fais, je choisis des objectifs qui me font peur de prime abord, où je me dis bon là je vais travailler très dur pendant des mois, je vais m'organiser, je vais essayer de m'entourer des bonnes personnes. Je pense que choisir le bon entourage, ça fait vraiment toute la différence dans la réussite d'un projet ou non. Et il y a certains projets où j'arrive pas au bout, où j'échoue, où ça marche pas. Et des fois, voilà, quand après la vie nous dit, non, faut pas aller là, comme moi avec Ninja Warrior, on m'a pas sélectionné, c'est pour que je vive une aventure qui a changé ma vie quelques semaines après. Donc après, voilà, faut aussi voir la vie où elle nous emmène. Et des fois, il faut avoir un peu de patience, comme Kate qui a attendu des années avant de réaliser son rêve de faire la première féminine du Triple Crown avec moi, où il lui manquait la partenaire jusqu'à ce que j'arrive et elle se dise, waouh, ça y est, j'ai enfin quelqu'un. Bon, là, on y va à fond et on s'en donne les moyens. C'est quoi pour finir, le message que tu as envie, le message principal que tu as envie de donner à celles qui osent pas s'aventurer dans des projets qui peuvent leur paraître peut-être trop grands, et c'est très très souvent le cas en ultra trail, notamment pour les femmes. Moi, je pense que là, il faut se lancer, faut arrêter d'attendre et en tout cas, voilà, faut s'en donner les moyens, va falloir s'entraîner, contacter peut-être des personnes qui l'ont déjà fait ou qui ont fait quelque chose de similaire. Moi, j'avais jamais fait d'ultra trail avant le Triple Crown, donc j'ai contacté plusieurs ultra trailers. On a fait un rendez-vous avec une diététicienne pour qu'elle nous donne des conseils de comment bien gérer la nutrition, l'hydratation. On a demandé à tous les copains qui avaient déjà fait le Triple Crown, qu'est-ce que vous nous conseillez, qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là. Donc, je pense de bien s'entourer, de prendre le plus de conseils possible. Et à un moment, il faut foncer, il faut y aller et mettre l'énergie dedans. Et normalement, ça va se réaliser. C'est une bonne manière de terminer cette discussion qui était hyper inspirante. Merci beaucoup. J'étais ravie de t'accueillir dans Queen of the Mountain. Merci à toi. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve bien sûr dans 15 jours, bientôt, pour un nouvel épisode. Un podcast Mile & Stone.